Apparemment, tout le monde est connecté. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour le webinaire Code for Climate organisé par Globant et Elena Morettini qui est avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de vous rejoindre pour le premier webinaire en français, le premier, je l'espère, d'une longue série sur le sujet. En quelques mots, donc avant de donner la parole à Elena, en quelques mots pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, donc Globant est une entreprise leader sur les sujets de la transformation digitale et cognitive. Aujourd'hui, Globant, c'est à peu près 15 000 personnes dans le monde, dans 17 pays. Et nous accompagnons donc des entreprises dans de très nombreuses industries sur les sujets de transformation digitale et data. Et c'est pour ça que aujourd'hui, notre légitimité, notre objectif et les objectifs qui incombent à Elena et à son nouveau studio Business Sustainability sont très importants parce qu'il s'agit aujourd'hui de faire converger la transformation digitale, la digitalisation des entreprises vers une économie et un modèle beaucoup plus durable. Merci encore de vous joindre à nous et je passe la parole à Elena. Bon, merci beaucoup, Paul. Vous pouvez m'écouter bien? Oui. OK, super. Merci beaucoup pour cette présentation, très gentille de ta part. Et bonjour à toutes et tous. Et merci beaucoup de participer à ce webinaire sur la digitalisation et la durabilité. Bien que nous entendons beaucoup parler de digitalisation et durabilité, en fait, les liens entre les deux est encore un territoire un peu inexploré. Et je veux dire aussi que je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui face au public français. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est en fait parce que la France a démontré une forte volonté publique en ce qui concerne les actions sur le climat, la réduction d'émissions des gaz à effet de serre. Donc, très contente d'être ici. Comme Paul vient de dire, je m'appelle Elena Morettini et je dirige les Sustainable Business Studio au sein de Globant. En fait, moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie de l'énergie, nettement dans l'industrie du pétrole et du gaz. Et ça fait 3 années, je crois, que je m'occupe des transitions énergétiques. On verra bien de quoi il s'agit. J'espère que vous pourrez excuser mon français, qui en fait c'est un peu rusty, parce que ça remonte à l'époque de mon doctorat en géochimie à l'Université de Lausanne. Donc, je ferai mon mieux pour être claire et concise. Mais bon, je crois que Paul va m'aider si j'ai quelques problèmes avec l'exposition. Donc, un peu plus sur moi, je crois que c'est important de dire que j'ai consacré une grande partie de mon travail dans l'industrie pétrolière à la diversité et à l'inclusion, aussi qu'à faire avancer les politiques et stratégies en faveur de réduction des émissions et du changement climatique. J'aime bien dire que je crois que les choses peuvent être mieux changées de l'intérieur. Donc, on peut recevoir de la pression de l'extérieur des entreprises, mais jusqu'à quand les entreprises ne font pas un changement éthique et de business interne, il y a trop peu de choses qui peuvent effectivement bouger dans la direction correcte. Donc, c'est pour ça que je dis qu'au sein de l'industrie du pétrole et gaz, c'est très important qu'il y ait des personnes qui peuvent faire avancer justement ce type de politique et de stratégie. Je suis aussi contente de pouvoir compter que moi, j'ai lancé le premier projet de capture des émissions de méthane en Amérique du Sud et d'avoir convaincu en fait un consortium de compagnies pétrolières à suivre des programmes pour l'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'exploitation des ressources. Donc, ça, c'est un peu ce que je viens de faire pendant les derniers temps. Donc, là, on passe directement au sujet de durabilité et un peu les cadres et les contextes dans lesquels on est en train d'opérer. Je crois que c'est aussi important de rappeler que pour verdir l'économie, c'est-à-dire greening the economy, d'abord, on doit toujours penser à l'énergie. Donc, c'est très important de penser qu'il faut rendre plus verte l'énergie. Et par rendre verte l'énergie, je fais référence, et on verra ça pendant les webinaires, à les technologies surtout de capture de carbone. Donc, dans ce cadre-là, les Nations Unies ont déclaré cette décennie qui vient de commencer comme les soi-disant décennies d'action. Ça signifie
on a encore 10 ans pour nous assurer que nous pouvons maintenir notre augmentation de température de moins de 1,5 degré. Et donc, on sait très bien que ça, c'est techniquement faisable, mais il faut se mettre. Donc, c'est très important que là, toutes les grandes entreprises mondiales commencent à adapter le changement climatique comme paramètre à plusieurs niveaux. Donc, on dit ça parce que c'est très important que le chef d'entreprise prenne des mesures très claires pour réduire les émissions, pour renforcer la résilience climatique et pour rechercher et produire surtout, et ça, ce qu'on essaye de faire toujours, des technologies innovantes et à faible émission de carbone. Donc, c'est très important que toutes nos actions vont dans la même direction de réduire les émissions. Et en fait, c'est très important aussi que les chefs d'entreprise préparent leurs gens et les entreprises même à des nouvelles séries de règles, des processus, des pratiques et d'expertise en matière de neutralité du carbone. Il faut avancer dans ces expertises pour pouvoir justement foncer et avancer dans ces technologies. Alors voilà, de nouveau, les Nations Unies nous aident avec des règles et des guides, de rapports qui nous permettent d'entendre comment faire pour tenir des attitudes fortes à l'égard de la durabilité. Donc, au cas où il y a des leaders entre nous, c'est très important, je crois, qu'on fait un effort commun de awareness, de connaissances, et de laisser nous guider pour les Nations Unies là où on peut effectivement choisir un chemin commun. C'est aussi très important d'écouter en général l'économie et la finance. On va voir ça un peu plus de détails dans les webinaires. On fait référence à la finance climatique, c'est un pilier très important de la durabilité maintenant, aujourd'hui. Là, ce que vous voyez, c'est Larry Fink. Larry Fink, c'est le CEO d'un des plus grands fonds au niveau mondial. Et Larry Fink, il envoie chaque année, entre janvier et février, une carte à tous les PDG de son portefeuille, justement pour essayer de guider les actions, surtout en matière de ESG. Je crois qu'on sait très bien qu'est-ce que sont les ESG, mais bon, ce qu'il dit, Larry Fink, c'est c'est le temps de divulguer tous nos paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance, ça c'est ESG. Il est aussi temps d'adhérer à la communauté TCFD. Je sais qu'on n'aime pas tellement les acronymes en anglais, mais bon, TCFD, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. En fait, c'est un peu difficile. Ça veut dire Task Force on Climate-Related Financial Disclosure. Donc, c'est très important qu'on fait référence à publier des données de finances climatiques, parce que ça, c'est une façon de faire avancer justement à travers de la finance toute la question de la durabilité. Donc, Larry Fink, il fait avancer les entreprises pour faire partie de ces communautés des finances climatiques. Et moi, j'ai la tendance de dire qu'avancer dans ces pratiques climatiques et durables, pour faire ça, c'est nécessaire d'être trois pour danser un tango. Ça, c'est une expression très anglaise, tout tango. Et maintenant, on est trois en fait, parce que cela signifie qu'il s'agit d'une coopération et travail partagé entre les organismes publics, les entreprises privées et la société civile. Donc, c'est très important, surtout pour tout ce qu'on a vu dans l'année passée, que les trois organismes publics, entreprises privées et la société civile travaillent ensemble pour avancer dans toutes les questions de durabilité. Ces diapos-là, je crois que c'est un des plus importants. En fait, aujourd'hui, nous pensons que la durabilité repose sur 4 piliers principaux, en fait 3 qui donnent après les 4e, c'est-à-dire on parle de durabilité au niveau de gestion et technologie des émissions, on parle de durabilité par rapport à la finance climatique et on parle de durabilité par rapport à les nouveaux rôles qu'on doit tenir par rapport justement à la professionnalité. Donc, un nouvel humanisme que peut accompagner la durabilité au niveau d'expertise, au niveau de nouvelles professions.
Donc, la durabilité n'est plus la gentillesse de faire attention à l'environnement seulement. Ce n'est pas seulement un problème d'environnement. En fait, la durabilité, aujourd'hui, se considère comme une stratégie technique 4-2. Il y a aussi, c'est une nouvelle façon de faire des affaires. Donc, c'est les business parmi de la durabilité. Et en faisant ça, on doit toujours tenir en compte ce qu'on vient de dire, ces 4 piliers-là, la gestion de la technologie du carbone, la finance climatique, les nouveaux humanismes, pour donner une légitimation, comme Paul disait au début, au business. Donc, comme nous avons remarqué au début, pour faire ça, la technologie est très importante. Donc, on essaye aujourd'hui de faire une liaison, un lien entre la digitalisation et la durabilité. Il est très nécessaire d'explorer l'intersection de ces deux moteurs, de ces deux tendances actuelles, pour créer de nouveaux savoir-faire, expertise, produits et services. Donc, on doit faire avancer toute la matière ensemble pour pouvoir donner à la durabilité une nouvelle dimension qui peuvent justement être beaucoup plus globales et qui peuvent prendre et toucher toutes les matières. Alors là, aujourd'hui, on parlera un peu de science, un peu de finance. Et la dernière partie du webinaire, on va vous montrer un peu ce qu'on est en train de faire en Globant pour justement pouvoir accompagner ces types de développement durable. Alors, je crois que c'est très important, comme on disait au début, d'entendre que toute la thématique de changement climatique est très fortement liée à l'énergie. L'énergie, c'est justement le secteur de l'économie qui produit la plus grande partie des émissions. Donc, pour corriger les changements climatiques, nous devons réparer, corriger ou concentrer nous sur l'énergie. Le problème du changement climatique est principalement un problème énergétique. Il faut aussi considérer que le changement climatique est un problème cumulatif. Donc, on ajoute toujours des émissions et les sommatoires, comme on va voir, nous donnent une concentration de CO2 dans l'atmosphère qui est de plus en plus dangereuse. Il faut aussi considérer que, bon, il y a une géographie d'émissions. Les émissions ne sont pas égales selon dans la planète. Et par rapport à la planète, ce que c'est aussi très important de penser et de savoir, c'est que, de savoir, plus que de savoir de tenir en compte, c'est qu'effectivement, il faut respecter les limites physiques du planète parce qu'en fait, on ne sait pas ce que peut se passer si on ne respecte pas ces limites physiques et si on n'écoute pas la science. Donc, la deuxième, maintenant, on verra qu'est-ce que ça veut dire écouter un peu la science et pourquoi c'est très important de tenir les objectifs basés sur la science comme notre but pour les stratégies climatiques. En fait, ABCD sont comme des informations un peu fortes, un peu, qui nous donnent un peu de soucis. Mais justement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'argent maintenant, que toutes les fonds ils sont en train de mettre sur les questions climatiques. Donc, ce qu'on appelle les impact investments sont très forts dans ces moments-là. Et on a justement, on parle à peu près d'un marché de 1 trillion de dollars. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'argent sur les marchés à propos dédiés aux impact investments. Et ça, c'est la façon dans laquelle on peut effectivement investir dans les entreprises pour avancer au niveau de durabilité. De nouveau, bon, bien sûr, moi, je viens d'un background de l'énergie, donc c'est aussi pour ça que je fais beaucoup d'attention à ce thème-là. Mais bon, c'est très important d'entendre que, justement, pour avancer au sein de l'énergie, on doit s'embarquer dans un processus de transition. Donc, les transitions énergétiques sont un chemin de transformation économique et sociale qui force tous les systèmes énergétiques à de nouvelles règles de production, de stockage, de transport, de distribution et d'utilisation de l'énergie. Il faut très bien tenir en compte que ça, c'est un nouveau supply chain de l'énergie qu'il faut respecter pour baisser les émissions et pour pouvoir avancer dans un chemin de neutralité au carbone. Et pour faire ça, bien sûr, on a besoin de toutes les solutions scientifiques, politiques, économiques et de la technologie pour pouvoir éviter
remplacer, capter et compenser les émissions qu'on est en train de produire maintenant. Alors voilà, un peu plus en détail, qu'est-ce qu'on dit sur la science. Pourquoi on parle de science par rapport au climat? Bien sûr, parce que c'est une science, la science qui étudie toute l'atmosphère, mais aussi parce qu'en fait, il y a des données qui sont des données très sûres sur les enregistrements de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. C'est un observatoire qui s'appelle l'observatoire du Mauna Loa, qui fait des enregistrements continus parmi des spectrométries de masse et qui nous permettent de voir chaque jour la concentration de CO2 qu'on accumule dans l'atmosphère. Donc, ce qu'on voit par rapport aux valeurs de 2020, c'est qu'en fait, on est déjà beaucoup au-dessus de valeurs limites. Les valeurs limites, c'était calculé en 360 parts per million et aujourd'hui, on est au-dessus de 400. Donc, justement, c'est toujours plus dangereuse l'accumulation de CO2 qu'on enregistre dans l'atmosphère. Mais justement, c'est très important de savoir que ça, c'est la situation scientifique à la base de tout ce qu'on fait au niveau de stratégie climatique. Il faut baisser, il faut diminuer ces émissions-là. Et donc, il faut être toujours très attentif à les valeurs qui ce type d'observatoire nous registre. Il y a on peut le suivre en Twitter. Ce que vous voyez là sont tous des exemples de ce qu'on appelle la Keeling Curve. Keeling Curve, c'est justement l'enregistrement, c'est très difficile ça en français, de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, je crois que c'est une conscientisation importante pour entendre que justement, toute notre stratégie doit être focalisée, concentrée et essayer de diminuer ou de faire face à ce type de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pourquoi ça c'est important? C'est très important la CO2 parce qu'en fait, il y a une relation directe, aussi que pas linéaire, entre la CO2 et la température de la planète. C'est ça, c'est ce que vous voyez sur les graphes à gauche en noir. La relation directe à la hausse, bien sûr, entre CO2 et température. Ce que vous voyez dans les graphiques à droite montre l'augmentation de la température de la planète et les scénarios de réduction de CO2 nécessaires pour garantir la réduction durable de la température d'après les accords de Paris. Je crois que les Français connaissent très bien l'accord de Paris de 2015. Et en fait, les graphiques plus communs pour représenter qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les lignes guides de l'accord de Paris, c'est justement les graphiques à droite, où on voit qu'on ne peut pas continuer avec l'accumulation de CO2 si on veut rentrer dans maintenir la température entre 1,5 et 2 degrés, ainsi comme accordé dans l'accord de Paris 2015. Donc, ça, c'était la première partie sur la science. On a dit aussi que nous allons parler un peu de finances. Elena, une petite seconde, le temps que tu reprennes aussi ton souffle. Encore merci pour toutes ces informations. Je voulais juste rappeler à tout le monde que l'on peut poser des questions dans la fonction qui le permet et que l'on prendra en fin de webinaire un temps pour donc aller répondre à la plupart des questions qui ont été posées. Merci, excuse-moi de t'avoir coupé. Ah non, bien sûr, il faut un dialogue, donc poser des questions, ça va toujours très bien parce que nous aide à entendre beaucoup mieux entre tout. Ainsi comme disait justement, donc c'est très important de parler de finances parce que, bon, bien sûr, c'est important parce que c'est comme ça qu'on peut bouger plus vite s'il y a une financiation et de l'argent sur la question climatique. Aujourd'hui, comme on disait au début, c'est là, en fait. Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 2007, quand on a signé les premières Green Bonds, jusqu'à maintenant, la croissance a été exponentielle. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'un système de marché qui valent à peu plus $1 trillion de dollars
et qu'il y a une géographie bien grande. En fait, Nord-Amérique, Amérique du Sud, Russie, Chine, India, Australie, toute l'Europe. Et on voit aussi qu'avec les projets de l'Union européenne, c'est en train de suivre aussi dans les continents africains. Donc, en fait, une distribution très grande de finances climatiques et de ce qu'on appelle investissement d'impact aux green bonds. Alors là, on avait dit que c'était un terme un peu difficile de TCFD, mais c'est très important de faire attention à ça parce qu'en fait, les aspects financiers sont fondamentaux pour la réussite du but durable. Donc, la nouvelle vague de fonds verts doit être accompagnée pour la transparence et la fiscalité. Et ça, c'est effectivement ce qu'il dit, ces documents-là, ces rapports-là qui s'appellent TCFD, qui à échelle mondiale, c'est très important que toutes les entreprises commencent à faire, à publier les données de finances climatiques, c'est-à-dire les données du risque climatique, de comme les risques climatiques peuvent faire un dommage au business spécifique, et en même temps, quelles sont les opportunités au niveau des finances climatiques. Donc, transparence financière pour parler des investissements technologiques qui font les entreprises à faveur du changement climatique, les risques le climat pose au niveau du business et aussi toute la partie justement de finances vertes et des investissements des fonds qu'on peut utiliser pour faire marcher la durabilité. Donc, ces documents-là, c'est un document très important qui probablement à partir de la fin de cette année va être obligatoire. Ça, c'est quelque chose qui la COP 26 de Glasgow est en train de présenter, justement rendre obligatoire ces documents-là de transparence financière climatique. On avait parlé justement de le lien entre la digitalisation, la technologie et la finance, et justement la partie du durabilité. Ce qu'on est en train de faire maintenant dans les entreprises de technologie, digitalisation, c'est justement d'utiliser l'intelligence artificielle, le neural network, big data et toutes ces parties-là pour pouvoir analyser mieux les paramètres, comme venez de dire, environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. Et à ça, on ajoute maintenant tous les paramètres de finances. Et voilà, on vient enfin à parler un peu de produits que Globant comme compagnie a décidé de lancer parmi les studios que je dirige. Donc, on a pensé que c'était très utile pour les clients de Globant de pouvoir commencer, ce qu'ils n'avaient pas fait tout à fait, un chemin de durabilité parmi notre service aussi. Et alors là, on pense qu'en fait, c'est très important de pouvoir sensibiliser toute la chaîne de clients qu'on a et des services pour nous préparer au changement climatique. Et donc, les Sustainable Business Studios, justement, opèrent à l'intersection de la technologie digitale et de la durabilité. Ils proposent des compétences et des produits qu'on essaye d'être à l'avant-garde le plus possible, fondés sur de nouveaux savoir-faire, comme on disait au début, et d'expertise. Donc, en fait, nous fournissons à Globant et à ses clientes des pratiques durables qui favorisent un nouvel état d'esprit, une nouvelle culture pour mieux reconstruire. Donc, on fait notre partie dans le Build Back Better processus et on essaye de proposer des lignes d'action qui vont à pouvoir aider justement cette mieux reconstruction. Donc, il s'agit de faire des sensibilisations et préparations vis-à-vis du changement climatique et de la durabilité. Fournir aussi des mesures et des feuilles de route pour atteindre les objectifs d'engagement climatique, ce qu'on appelle emissions. Et comme dernière ligne verticale qu'on suive, il s'agit de fournir une nouvelle culture numérique, surtout technique, cognitive et durable. Donc, ça, c'est un peu le cadre dans lequel on propose certains services et certains produits
qui on a divisé entre sustainability, on fait un jeu de mots, un peu comme on faisait avec le Sound of Science, que c'était un jeu de mots par rapport à une chanson très vieille de Simon and Garfunkel, The Sound of Silence. Et là, on fait un peu la même chose parce que ça, c'est plus facile de se rappeler après. Donc, sustain abilities, qu'est-ce qu'on peut faire comme capacité, et sustain agilities. Donc, ce que vous voyez là, c'est justement l'offre des produits sur durabilité, sur émissions et sur climat, en même temps que ce qu'on appelle aujourd'hui la sobriété digitale. Donc, comme on est en compagnie de digitalisation et de technologie, on essaye de proposer des produits nouveaux pour tout type d'entreprise, les plus petits, les plus grands, budget limité ou pas. Et en même temps, on essaye de faire ça parmi de processus de digitalisation qui vont à l'efficience énergétique. Donc, sobriété digitale, il s'agit des outils et des produits digitaux qui sont plus respectueux de l'environnement, parmi une architecture des services plus verte, des supercalculateurs qui sont de l'énergie renouvelable, big data dans les mêmes principes et justement essayer d'avoir dans chaque algorithme une attention assise vers l'efficience énergétique. Et je crois, Paul, que comme je parlais tout le temps, et ça c'est un peu, je crois que c'est très, très important de t'écouter à vous tant bien, donc aussi je veux dire, si vous pouvez prendre la parole pour nous expliquer un peu sur la sobriété digitale, très content de t'écouter. Merci, Elena. Oui, effectivement, c'est un sujet qui nous tient tous à cœur. Je pense qu'on a souvent tendance à penser que le digital est par nature, je dirais, écologique, environnemental, parce que les plus jeunes générations sont des natifs nés dans le digital et ont cette conscience, je dirais, environnementale, ou en tout cas que la planète a besoin d'être un peu choyée en ce moment. Donc, chez Globant, si vous voulez, on a essayé de monter une offre autour de la sobriété digitale qui se repose sur quatre piliers, qui sont finalement les piliers sur lesquels on a nous-mêmes notre légitimité et l'expérience que l'on a acquise ces 20 dernières années. Donc, l'expérience, le code, la data et l'infrastructure. Alors, l'expérience, oui, parce que dès le moment où on définit un produit, on réfléchit à un produit, une expérience utilisateur, une interface, on peut la penser avec des codes, des standards qui sont beaucoup plus respectueux de la bande passante que l'on va utiliser, du nombre d'octets, de kilo-octets, de mégas, de gigaoctets que l'on va télécharger. Et tous ces petits détails ont un impact. Alors effectivement, si sur mon application, je ne sais pas moi, Facebook par exemple, demain on arrête de faire de l'autoplay de vidéos, ça aura un impact parce que c'est utilisé à l'échelle mondiale. Donc on a des milliards d'utilisateurs et des centaines de millions de personnes connectées en même temps. Donc, c'est d'où l'importance à tous les niveaux. Quand je parle de l'expérience, c'est les designers d'interface, UX, UI design, les product owners, les product managers, donc toutes les personnes en lien avec la réflexion autour du produit et comment on construit un produit. Le code, parce qu'il y a de la même manière, à l'époque, moi j'aime bien parler maintenant un petit peu de constitution durable ou des standards, des guidelines de code durable, comme à une époque on parlait de la constitution agile, parce que oui, il est possible de construire du code qui soit, alors, je ne suis pas un expert, mais on a travaillé ça avec nos équipes techniques et il est possible de créer du code qui soit moins gourmand, qui soit justement, comme on le disait précédemment, d'avoir peut-être une capacité d'exécution qui soit, ou le nombre de runtime ou de routines que l'on lance en même temps soit moins consommateur d'énergie, parce que c'est à la fois la bande passante, à la fois les kilo-octets, les gigaoctets que l'on télécharge, mais c'est aussi l'énergie qu'on consomme de nos téléphones, de nos ordinateurs. Donc, si vous voulez, une fois encore, ça paraît anodin, mais à l'échelle de l'humanité, ça a un impact extrêmement important. On continue par la donnée. Voilà, la donnée qui est le fameux data is the new oil, donc le nouveau pétrole, la nouvelle essence. Oui, et effectivement, on a, pendant les dernières années, et nous aussi, construit des
des data factory, des data lakes où on cumulait de la donnée à tous les niveaux en temps réel sur toutes les applications qu'on développait. Mais il serait peut-être temps aujourd'hui de réfléchir en se disant, mais cette donnée-là, oui, certes, elle nous permet de faire de belles découvertes, de l'avancée, du progrès, des meilleurs usages pour les utilisateurs. Alors, nous travaillons beaucoup avec l'entreprise pharmaceutique, par exemple, et il est évident que la collecte de données est extrêmement importante dans la recherche, par exemple, et la recherche et le développement. Mais on peut aussi se poser la question en se disant, mais pourquoi ne pas avoir une politique ou une structure de données ou une politique de données dans nos outils qui soit peut-être, qui se construit au fur et à mesure? Est-il nécessaire de collecter de la donnée partout, à tout instant, sur tous les utilisateurs, pour quels que soient les usages? Et pourquoi pas n'avoir plutôt une approche plutôt itérative où on cumulera le strict minimum et puis on verra par la suite, est-ce que l'on en fait un vrai usage? Est-ce qu'il est nécessaire de continuer à la cumuler, ou est-ce que, bon, finalement, on n'en fait pas un vrai usage et on a plus de retours des clients, des utilisateurs directement à travers d'autres canaux? Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut savoir se replanter, savoir se replanter. Et enfin, l'infrastructure. Et je pense que je le nomme en dernier, mais c'est souvent le plus évident. Et oui, parce que toute cette donnée, toutes ces applications, même aujourd'hui, on est sur un Zoom qui est dans le cloud, qui est hébergé dans le cloud. Et derrière le cloud, malheureusement, ce ne sont pas des nuages, ce sont des centres, des data centers qui consomment énormément. Les data centers, on les voit fleurir tous les jours, on voit des nouveaux data centers qui fleurissent. Et ces data centers, ils consomment de l'énergie. On parle du cloud gaming, par exemple. Et le cloud gaming, alors oui, certes, d'un côté, on fait on espère avoir si je peux dire ça comme ça, moins de dépenses énergétiques parce qu'on fabrique moins de terminaux, moins de PlayStation, moins de Xbox, etc. Mais finalement, on utilise aussi une bande passante. On utilise des grosses infrastructures, des cartes graphiques qui consomment énormément. Donc, oui, il y a aussi une réflexion à apporter à l'infrastructure. Alors, quand je vous le dis comme ça, de manière holistique, ça paraît évidemment simple et évident. Tout l'objectif est nous, en tant que Globant, l'offre que l'on a développée avec Elena, comment on va accompagner les entreprises étape par étape. On va commencer par un premier pilier peut-être, s'attaquer au volume, aux plus grandes masses, et puis après travailler ensemble et surtout avec les équipes. L'idée, c'est d'évangéliser les équipes. Donc, je parlais de constitution et de nouveaux standards. C'est pour que ces équipes-là aussi aient des outils qui puissent les guider, des outils de référence pour que la connaissance, elle soit acquise pour eux. Et demain, les prochaines équipes se joignant à eux auront des standards à suivre et je dirais une constitution. Et puis pour aller encore plus loin, c'est des sujets que l'on a avec Elena, on y réfléchit aussi, c'est à quand un ISO et une norme de Green IT? Alors, il y a beaucoup de discussions, on n'est pas les seuls à en parler, et heureusement, mais c'est vers là qu'il faut tendre, je pense. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, la vision que l'on a sur cette sobriété digitale. C'est un sujet qui nous tient énormément à cœur, c'est un sujet qui nous tient à cœur au niveau de l'entreprise, en corporate, au niveau de chaque employé, parce que cette nécessité-là, alors oui, certes, on voyait cette tendance s'inscrire dans les dernières années, mais c'est aussi nos propres collaborateurs qui sont venus nous voir en nous disant, mais quand est-ce que Globant se met vraiment à la sustainability? Quand est-ce que l'on aura des sujets où on pourra avoir un impact sur la planète? Donc voilà, on y est. Le défi est grand, le challenge est très grand. Alors nous, on parle de ça à notre échelle, qui est le digital et l'IT. Elena nous a parlé je dirais, de la finance climatique et des enjeux qui sont transverses à l'entreprise. Euh, donc voilà, donc Elena, merci beaucoup pour cette présentation, pour toutes ces informations qui sont extrêmement riches. C'est un sujet que tu portes et que tu tiens à cœur au sein de Globant. Nous t'en remercions. Moi, avec mon rôle, si vous voulez, de directeur pour Globant en France, c'était important que l'on puisse avoir ce webinaire aujourd'hui. Et si tu le veux bien, Elena, on peut passer aux questions. Voilà, merci Paul. Merci beaucoup à toi. Hein. C'était très important de pouvoir échanger des idées sur ça, sur ces sujets.
Alors, on a eu quelques questions. Donc, je vais commencer par une question, je dirais, assez transverse. Bon courage. Euh, Non, tu vas pourquoi m'aider, hein? pensez-vous que, pourquoi pensez-vous que la diversité, l'inclusion et la durabilité sont liées? C'est vraiment une très bonne question. En fait, aujourd'hui, on parle surtout de fairness quand on parle de mécanisme de transition. Je crois que tout le monde a déjà écouté l'expression au sein de l'Union européenne Just Transition Mechanism. Ce just-là, en anglais, ça veut dire fair. Donc, on part d'une transition juste. Et justement, une transition juste, c'est une transition qui peut pas laisser rien au derrière, comment on dit, atrás, Paul, en français. Ah, pardon. Oui, que l'on ne peut pas laisser en retrait ou en En arrière, retrait. Donc, en derrière fait, nous. l'inclusion derrière. Voilà. L'inclusion, c'est l'inclusion humaine, c'est les piliers autour duquel toute la Just Transition Mechanism s'est construit. Et ça, on le fait aussi parmi ce qu'on disait avant, parmi nouvelles professionnalités. Donc, un upskilling, reskilling sur les mécanismes qu'on utilise pour avancer dans les professions et pour être prêt à ce qu'il vient comme transition. Donc, il a justement parce que ça soit une transition inclusive, la diversité, c'est toujours un des piliers. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de n'importe quoi si on ne parle pas de diversité. Ils sont management ou gestion active, que c'est l'inclusion. Donc, Just Transition Mechanism, pour répondre à la question, veut inclure tout ça. Et c'est vrai que ça me permet aussi de rebondir sur tu connais ça très bien, c'est les différents engagements que nous avons, nous, auprès de la société. Donc, ce qu'on appelle le Be Kind, donc Be Kind to the planet, to the peers, and to your colleagues. C'est vraiment cette idée-là, voilà, d'inclure ces trois dimensions-là ensemble dans un même mouvement. Alors, je continue. Et là, je reviens à mes fondamentaux du product management. Donc, quelqu'un nous demande, dans le slide sur la sobriété digitale, j'aurais bien vu un cinquième axe qui serait l'expression du besoin responsable, le rendre sobre ou frugal, ce qui faciliterait au final la conception d'un produit sobre. Qu'en pensez-vous? Si ça te convient, je vais y répondre parce que c'était mon slide. Très bien les commentaires, je veux dire. Très Ouais, bon les ouais, commentaires. très, très intéressant. Et effectivement, alors, on pourra en discuter longtemps et j'espère que les terrasses pourront ouvrir très rapidement pour qu'on prenne le temps d'en discuter autour d'un verre. Mais blague à part, effectivement, ça pourrait tout à fait être alors soit un cinquième axe, soit inclus dans ce que je dirais, ce que j'appelais l'expérience, parce que c'est très lié, comme vous l'exprimez ici, je ne sais pas qui a posé la question, mais euh, à la définition du produit, à l'expression du besoin. Donc finalement, c'est, je dirais, un mix entre effectivement un pilier qui pourrait être posé à côté de cela, parce qu'il englobe à la fois l'expérience, le design, le data, l'infrastructure et autres, ou un pilier qui serait peut-être plutôt dilué à tous les niveaux, parce que c'est selon notre vision quelque chose qui doit être porté par toutes les composantes d'une équipe, que ce soit le business analyst, le product owner, le product manager, les développeurs, l'équipe de test, l'automation testing. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même l'idée aussi que cette expression du besoin puisse s'exprimer, en tout cas, pour reprendre l'expression, à tous les niveaux. Dans chaque pilier, mais pourquoi pas aussi comme un pilier à part. Mais à mon humble avis, c'est important que chaque équipe, chaque personne ait cette vision-là, qui ne soit pas uniquement portée par une ou deux personnes ou par un pilier, entre guillemets, à part. Voilà. Je crois qu'il y a un message dans le chat. Je ne sais pas si tu l'as vu, Paul. Oui. Alors, si les problèmes climatiques sont cumulatifs, bientôt, on pourrait avoir des gros soucis relais sur la planète. Correct? Absolument correct. Absolument correct. Tu n'es pas allé jusqu'au bout. On t'a dit merci, grazie. Donc on a... Merci, grazie. Prego, è così, correttissimo. Des grands soucis. Donc, c'est pour ça que les Nations Unies ont déclaré les décennies d'action.
il faut y aller beyond carbon, beyond dialogue, into action. Très bien. Je pense il nous reste une dernière question. Et c'est pour toi. C'est comment Globant favorise à aider les entreprises à intégrer et à renforcer la durabilité au sein de leurs activités? Bon, c'est parmi les services et les produits qu'on a vus avant. Donc, en fait, ce sont 6 produits, services où ce qu'on fait, c'est justement aider les compagnies à calculer le carbon footprint, water footprint, energy mass balance. On accompagne les compagnies aussi à à proposer son propre pledge climatique, ça veut dire carbon neutral, carbon positive, carbon negative, selon la nécessité de l'entreprise. Donc, on les aide à préparer une feuille de route climatique pour arriver à la neutralité plus tôt possible. On fait aussi, on donne des cours au niveau de PDG et au niveau d'entreprise pour avoir ce qu'on appelle un approach top-down, bottom-up. Pardon pour le mélange avec l'anglais, mais il y a des choses que vraiment je ne sais pas dire en français. Donc là, c'est une intégration entre le top management et toute l'entreprise au niveau de conscience climatique et surtout d'économie low carbon, les 4 piliers qu'on vient de voir. Donc, on donne des cours sur ça au niveau de upper management et au niveau d'entreprise générale. Et après, le dernier service qui s'appelle Climate Champions. Climate Champions, c'est surtout une enquête interne à l'entreprise où on essaye d'identifier les game changers du climat qui sont déjà dans l'entreprise, qui sont déjà actifs et qui font des réseaux, des networks, des communautés internes. Et le dernier, c'est justement les profils des finances climatiques. Donc, on aide les entreprises à rendre transparent les données sur la finance climatique et avoir des investissements de finances climatiques. Donc, faire des investissements pour justement diminuer les émissions et participer à tous ces mouvements-là de changement climatique. Parfait. Elena, je crois qu'on arrive au terme de la session du jour et du webinaire. Écoute, c'est un sujet effectivement très vaste. On pourrait en parler encore longtemps. C'est, je l'espère, le premier d'une longue série parce qu'effectivement, c'est le Business Sustainability Studio est un nouveau business et un nouveau studio au sein de Globant. Donc, on sera amené à se revoir dans l'année, je l'espère, et peut-être cette fois-ci en présentiel avec tous nos auditeurs, enfin en tout cas les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Un grand merci encore à toutes et tous de nous avoir rejoints. Merci Elena d'avoir fait l'effort de te connecter et de prendre le temps pour nous et les personnes qui nous ont rejoints. Il nous reste encore quelques questions qui n'ont pas pu être répondues. On vous recontactera donc directement par email individuellement. Ne vous inquiétez pas. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je suis à Paris. Elena sera très, très, très prochainement en Europe avec nous pour prolonger la discussion. En tout cas, si vous voulez en savoir plus. À très bientôt. Très bonne fin de journée et encore merci à tous. Merci Paul. À tout à l'heure. Ciao. Ciao. Ciao.